Bienvenue dans House of Fabric. Ce podcast animé par Alexandre Stevens et Enzo Rido est votre rendez-vous pour explorer Microsoft Fabric en toute simplicité. Avec un ton léger et accessible, ils partagent leurs idées, leurs astuces et leur passion pour la data. Le tout sous le soleil du Sud. Que vous soyez expert ou juste curieux, cet espace est fait pour apprendre, échanger et avancer ensemble, sans prise de tête. Alors, mettez-vous à l'aise, on démarre l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret que vous avez déjà sûrement vécu sur Microsoft Fabric. Un pipeline ou un refresh qui tourne bien, puis sans prévenir, ça ralentit fortement ou même ça se met à échouer. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent et que nos clients ont parfois du mal à appréhender, à comprendre. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas magique. Fabric, ça suit une logique de capacité avec un budget de calcul. On peut voir ça comme un compteur. Parfois, vous avez beaucoup de consommation en interne sur l'électricité dans votre maison, etc. Fabric, ça marche un peu pareil. Et aujourd'hui, justement, on a la chance de recevoir Dominique Godefroy, qui est Lead Data NAI chez Devoteam et qui, en plus d'avoir beaucoup d'impact sur la communauté, a une vraie expertise sur toutes ces notions-là autour de Fabric. Donc, je vais le laisser se présenter juste après. L'objectif de l'épisode, c'est vraiment, comme à notre habitude, de bien clarifier tous les sujets autour des licences Fabric et aussi surtout des capacity units. Vous verrez, on va faire un focus vraiment dessus, de qu'est-ce que le bursting, c'est quoi le smoothing, c'est quoi le throttling. Il y a plein de noms comme ça un peu vulgaires qu'on se prend dans la figure et qu'on a du mal à comprendre. Et on a aujourd'hui la chance d'avoir de Dominique, Dom, je vois qu'il s'est nommé comme ça sur sur Riverside, donc on va l'appeler Dom aujourd'hui, qui est là pour nous vulgariser, nous expliquer tout ça. Dominique, bienvenue. Qui es-tu, d'où viens-tu? Voilà, dis-nous un peu ton parcours et merci surtout d'être là. Bonjour Enzo, merci pour l'invitation. Comme tu l'as dit, je m'appelle Dominique Godefroy, je suis team leader Data AI chez Devoteam Luxembourg. Alors moi j'ai un profil un peu atypique, donc je ne sors pas, donc j'ai pas fait mes études en informatique. J'ai fait mes études en Belgique, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en électricité. Donc j'ai travaillé pendant mes premières années comme ingénieur de maintenance, et donc c'est vraiment là que je me suis familiarisé un peu avec les bases de données, donc pour aller analyser des logs. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une société pour faire de l'implémentation de Project Server, Project Online, donc vraiment d'un point de vue technique. Et c'est vraiment là que j'ai mis les mains dans la BI, donc principalement sur du SSRS, SSAS, SSIS. Où là, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai également pu directement en 2018 mettre les mains dans Power BI. Et là, j'ai vraiment été bluffé par le produit. Donc en 2022, je me suis dit, la BI, la data, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Donc j'ai rejoint une autre société au Luxembourg où là j'ai vraiment explosé. J'ai rencontré une personne qui m'a appris énormément. Je vais même lui faire un shout out. Bonjour Vivien. Donc c'est vraiment une personne passionnée je me souviens le jour où Microsoft a annoncé Fabric, il m'a envoyé un message. Donc j'ai vu aussi l'annonce en temps réel. Il m'a dit ça c'est vraiment un game changer. Et donc là ça fait vraiment 2 ans que je continue à creuser, à faire du Fabric. C'est vraiment pour moi c'est un produit qui doit encore évoluer parce qu'il répond D'accord. pas aux besoins de tout le monde, mais c'est vraiment pour moi un produit fou parce que c'est en perpétuelle évolution, il y a tout le temps des choses qui sont amenées et c'est vraiment, je suis vraiment fan du côté où tu dois te maintenir à jour en permanence. Donc j'ai également fait un petit workflow pour m'aider à me maintenir à jour. Après, bon, ça c'est un autre Mais ça, sujet. ça perturbe du monde aussi d'avoir autant de mises à jour mensuelles sur la plateforme, de mises à jour ou d'amélioration. Ça dépend des sujets. Donc, tu es peut-être le premier qui est autant excité par rapport à ce mode de fonctionnement-là. Je me souviens, je me souviens un exemple des mises à jour. Je me souviens le jour où Microsoft ont mis en place les tâches dans Power BI. J'ai plusieurs clients qui m'ont appelé le même jour pour me dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Là, on a un problème, on a la moitié de l'écran, on a ce gros truc qui est dessus. Donc oui, c'est vrai que parfois ça peut vite être perturbant. Complètement, complètement. Et donc, alors juste d'un point de vue Microsoft, donc je suis toutes les certifications Microsoft relatives à la data, je les ai, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est plus pour moi pour me forcer vraiment à devoir aller creuser le sujet. Donc D'accord. je suis également MCT et alors depuis cette année, je suis devenu super user sur les forums Microsoft Fabric. Mm. Oui, tu as une direction toute tracée pour le MVP, clairement. Ouais, à voir. Donc j'ai également commencé un blog. J'ai également commencé une chaîne YouTube, donc là je débute. Justement, j'ai publié ma deuxième vidéo ce matin, donc sur les DBT jobs dans Fabric.
Ok. Ah oui, trop bien, trop. Ah, ben, super, je vais checker ça. Trop intéressant. Et voilà, donc j'essaye aussi également de speaker. Donc voilà, je me présente vraiment quand je speak comme un fabric advocate. Voilà, j'essaye de. Mais bon, je suis pas, je défends le produit, mais je vais pas être omnibulé uniquement par fabrique. Je garde également un œil sur ce qui se fait à côté pour rester, Complètement, pour rester complètement. impartial. Oui, puis tu as toujours aussi cet esprit critique par rapport à Fabrique où tu dis ce qui va et ce qui va pas aussi. Et quand ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Donc, il faut aussi avoir cette transparence-là quand le produit n'est pas au niveau parfois, parce que ça reste un produit qui peut être considéré comme jeune, mais qui n'est pas tant que ça. Et rien n'est parfait. Donc, c'est aussi l'objectif de la communauté, hein, c'est de mettre en évidence les choses qui marchent très bien, celles qui marchent un peu moins bien, mais qui ont des workarounds. Donc, c'est ce que tu fais très bien au quotidien. Je mettrai tous tes éléments d'homme que tu as précisé, hein, ta chaîne YouTube, etc. en description pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil à tout ça. Ok, top. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, vraiment, encore une fois, merci beaucoup et d'avoir préparé cet épisode. Donc, on va commencer de la base aujourd'hui, Dominique. Si on devait expliquer, c'est quoi les CUS à quelqu'un qui débute sur Fabric, tu dirais quoi avec des mots simples? Parce que c'est vrai que on parle de Power BI, il y a beaucoup de monde qui viennent sur Fabric viennent du monde Power BI avec des licences pro ou des licences capacitaires, mais qui étaient quand même bien différentes de ce qu'on a aujourd'hui sur Fabric. Comment toi tu expliquerais ça aujourd'hui pour démystifier ces sujets? Alors, avant d'expliquer qu'est-ce que c'est que des CES, on va juste refaire un petit retour en arrière. Donc, pour les plus vieux d'entre nous qui ont compris, qui ont connu la stack data dans Azure, donc on avait une dizaine de services à démarrer, donc à monitorer. Chaque service avait du pricing différent. Par exemple, si vous exécutez une query dans Synapse, en fonction si c'est des serverless, vous payez à la query. Donc, on avait vraiment des notebooks à démarrer, des pools à monitorer. Et en fait, Microsoft a décidé de simplifier tout ça dans Fabric en utilisant une seule single compute pool qu'on appelle un CU. En fait, ce qu'il faut voir derrière un CU, c'est quoi? En fait, c'est une mesure abstraite qui va en fait regrouper tout ce qui concerne donc les CPU, les entrées, sorties de données. La seule petite différence qu'on peut faire, c'est pour le stockage. Le stockage, c'est un Quapa. Maintenant, dans Fabric, donc quand vous commencez à consulter des rapports Power BI en direct lake, vous utilisez Copilot, vous exécutez des data flow Gen 2, des pipelines, du DBT. Donc tout ça, en fait, ça va consommer votre capacité, donc qui est le CU. Donc en fait, c'est vraiment une mesure abstraite, mais si vous voulez vraiment creuser le sujet, pour chaque action, il y a un CU qui est associé. Donc par exemple, si on regarde un data flow Gen 2, on est sur 12 CU. Alors, donc, Mhm. qu'est-ce qui se cache en fait derrière 12 CU? Donc, comme vous le savez, les capacités fabriques, on est sur des multiples de 2, donc vous pouvez avoir une capacité F2, F4, F8, F16, F32, ainsi de suite. Et donc, en fait, ce que ça signifie, donc derrière une F2, qu'est-ce qu'on entend derrière une F2? Ça veut simplement dire qu'une F2, on dispose de 2 CU par seconde. Donc, en fait, pour faire une analogie, on peut un peu voir ça comme maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui roulent en voiture électrique. On peut vraiment faire une comparaison entre les kilowatts et les kilowattheures. Donc en fait, le kilowatt, c'est la puissance instantanée. Donc par exemple, si on prend une borne de recharge, on a 22 kilowatts, c'est-à-dire qu'en instantané, on aura 22 kilowatts. Tandis que la capacité de votre voiture, par exemple, c'est 80 kilowattheures. Donc là, c'est vraiment la capacité qu'on peut stocker. Donc c'est vraiment ça, en fait, cette notion de CU, on doit voir vraiment ça comme une single compute pool. Donc tous vos calculs vont consommer la même ressource. Donc il n'y a pas besoin de savoir, par exemple, je veux exécuter un notebook, je vais consommer ceci, je vais exécuter une requête SQL, je vais consommer cela. Non, tout se fait à un seul endroit. Exactement. Et c'est bien différent. Merci beaucoup pour. J'aime beaucoup l'analogie. Moi, je fais beaucoup l'analogie avec l'électricité qu'on a à domicile avec un contrat EDF où on alloue une puissance typiquement et on consomme la puissance qu'on nous alloue. Mais l'analogie avec le véhicule est très bien. Et gardez bien en tête que c'est très différent des licences Power BI Pro, hein. Les licences Power BI Pro, c'est des licences qu'on alloue par utilisateur. Là, vous allouez une capacité à votre entreprise dans sa globalité. Vous n'avez pas de limite d'utilisateur, vous avez juste une limite d'usage par rapport à la capacité pour laquelle vous payez. C'est ça. Et alors juste une petite, pour te compléter, donc ce qui est vraiment assez important, c'est si vous passez, donc comme vous savez, la licence pro permet de consulter des rapports Power BI, de créer des rapports Power BI, de les partager. Dans Fabric, en fait, il y a moyen de se dédouaner de cette nécessité de licence pro pour consulter des rapports en passant sur une F64. Donc là, j'ai également des clients qui est une grosse société. En fait, ils ont décidé de prendre une F64 uniquement pour pouvoir consulter des rapports. Complètement. Et en fait, la F64 est l'équivalent de la capacité P1
qu'on avait dans Power BI capacitaire, qui n'existe plus sur le catalogue, hein. Certains ont encore ces licences-là en mode legacy, mais elles n'existent plus sur le catalogue. Et ces licences payantes, en effet, vous permettent d'avoir un nombre de users illimité de lecteurs Power BI. Donc, si on en revient du coup, pour résumer, les CUS d'hommes, ça correspond à quoi? Donc, alors, un CES, comme le nom l'indique, ce sont des CU par seconde. Donc, si vous avez une licence F2, vous disposez de 2 CU S par seconde. Donc, c'est-à-dire que si vous laissez votre capacité tourner 24 heures, donc vous faites 2 fois 60 donc pour le nombre de CU dans une minute, fois 60 pour le nombre de CU dans une heure, fois 24. Et donc, c'est vraiment ça qui va vous donner le nombre de CUS. Et c'est ça qu'il faut avoir en mémoire pour comprendre comment en fait le bursting, le smoothing, le throttling fonctionne dans Fabric. Yes, exactement. Et après, il y a plein de petites spécificités où il y a aussi du lissage, etc. Sur des planches de 10 minutes, On va on y en reviendra plus discuter. tard. Oui. Exactement, exactement. Et justement, ben, très bien. Merci beaucoup, Dom, pour cette petite introduction très complète. Et justement, quand les gens ils disent fabrique ralenti ou ça s'arrête, ça fonctionne plus, c'est quoi les 3 causes les plus fréquentes que tu vois, toi, dans la vraie vie, dans tes projets? Alors, généralement, bah, en fait, les causes, donc la raison que Fabric ralentit, c'est dû au throttling. Mais avant peut-être de voir ce que c'est que le throttling, je vais encore refaire une analogie pour vraiment introduire tous ces concepts de smoothing, de bursting. On va prendre l'analogie d'un supermarché. Donc, en fait, votre capacité, ça va être le nombre de caisses disponibles dans un supermarché. Donc, comme vous savez, vous pouvez être aussi bien une petite supérette de quartier où il y a 2 caisses, donc on serait sur une F2, comme un hypermarché. En fait, c'est vraiment ça le but pour vous permettre de comprendre tout le mécanisme qui se cache derrière. Alors, avant de commencer, donc dans votre supermarché, c'est un peu la même chose dans Fabric, il peut y avoir 2 types de clients. On peut soit avoir des clients qui vont faire des courses avec un petit panier. Donc là, ça, c'est ce qu'on va appeler dans Microsoft Fabric les interactive operations. Donc, en fait, ce sont toutes les opérations plus légères. Donc, qu'est-ce qu'on entend par opération légère? On ouvre un rapport Power BI, on fait une modélisation de données directement dans l'interface web, Mm. on exécute une query en DAX. Donc, toutes ces petites opérations. Donc, dans notre supermarché, on peut voir ça comme les utilisateurs qui font des courses avec des paniers. Donc, ils rentrent rapidement, ils font 2, 3 courses et ils ressortent rapidement. Et en deuxième partie, on a les clients qui vont faire des courses avec un caddie. Donc là, c'est ce qu'on va appeler dans Microsoft Fabric des background operations. Ce sont en fait les opérations qui vont être beaucoup plus volumineuses, qui vont consommer beaucoup plus de capacité. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est le schedule, donc réfléchir des modèles sémantiques, exécuter des pipelines, et également utiliser Copilot et les data agents dans Fabric. Donc en fait, tout Mm. ça, ce sont des opérations plus longues. Et donc, si vous allez voir la documentation officielle de Microsoft, en fait, on va voir par exemple pour un Dataflow Gen 2, en fait, le Dataflow Gen 2 va consommer 12 CU. Donc là, si vous m'avez suivi, on parlait d'une capacité F2, donc les personnes qui m'ont suivi ont dit, ah oui, mais avec une capacité F2, c'est dire que je ne peux pas faire tourner un Dataflow. Comme ma capacité F2, j'ai 2 CU, le Dataflow va me consommer 12 CU, je risque d'avoir un problème. Et en fait, c'est là qu'intervient pour moi la première utilité dans ce mécanisme, c'est ce qu'on va appeler le smoothing. Et donc, en fait, le smoothing, on peut, donc, en continuant l'analogie dans le supermarché, en fait, votre supermarché, s'il y a 8 caisses, vos 8 caisses ne seront pas ouvertes en même temps. Vous allez, par exemple, avoir une caisse qui va être ouverte pour délayer les opérations. Donc, vos courses vont arriver, ils vont mettre du temps à passer. Et en fait, le smoothing dans Fabric, c'est ça, c'est que l'opération, donc imaginons que vous décidez d'exécuter un refresh, donc une background operation, qui est donc qui peut être une opération qui est relativement coûteuse. Donc, on va prendre un exemple d'une opération qui consomme 2400 CUS. Donc, vous avez lancé votre refresh, il a terminé, vous voyez qu'il a consommé 2400 CUS. En fait, qu'est-ce que va faire Fabric? Ces 2400 CUS, il va les smoother, donc il va les lisser sur 24 heures Mm. pour une background operation. Donc, en gros, ça veut dire qu'au lieu de vous coûter 2400 CUS d'un coup, ça va vous coûter 100 CUS par seconde. Et en fait, c'est vraiment ça la puissance du smoothing, c'est qu'avec une toute petite capacité, donc comme une F2, vous pouvez faire tourner des opérations relativement coûteuses grâce au smoothing. Exactement. Et vraiment, la traduction littérale du smoothing, c'est lissage, hein. Donc, c'est vraiment lisser votre workload qui est arrivé pour vraiment consommer ça au fil de l'eau, parce que c'est vraiment l'indicateur principal qui va compter, c'est la durée. Donc, c'est vraiment ça. On va lisser sur la durée votre exécution pour justement répondre à vos capacités que vous avez à disposition. C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, ce qui est donc juste pour compléter avec les interactive operations, donc qui sont les paniers, donc les petites opérations. Celles-ci, par contre, sont lissées sur 5 minutes.
Donc voilà, c'est juste ça la part des choses, que ça va être important quand on va voir le throttling, quand on parle de fabrique à ralenti, il faut bien garder en mémoire ces deux types d'opérations, donc ce qu'on appelle les background operations et les interactive operations. Donc maintenant qu'on a vu en fait cette notion de lissage, on va vraiment pouvoir rentrer dans les détails et voir en fait pourquoi Fabric ralentit. Donc en fait, les raisons qui vont faire que Fabric ralentit, c'est ce qu'on appelle le throttling. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le throttling? Donc vous avez donc sur Microsoft Fabric, donc on reprend l'exemple d'une F2. Donc si vous prenez une capacité F2, vous disposez d'un certain nombre de CES pendant 24 heures. Lorsque vous passez en floating, ça veut dire que vous avez dépassé ce que vous pouviez consommer sur 24 heures. Et donc, en fait, le throttling, pour ce qui se passe, c'est une dette que l'on a vis-à-vis de Microsoft. Et donc, en fait, pour épancher cette dette, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va avoir plusieurs niveaux de throttling. Donc, une fois qu'on la dépasse, Microsoft nous donne une grâce de 10 minutes. Donc, c'est-à-dire que si on dépasse de 10 minutes la consommation sur 24 heures, avec le lissage, on ne sera pas impacté. Il n'y a rien du tout qui va se passer. Donc, on n'a pas de. Généralement, cet étalon, on ne le voit pas si on n'a pas mis des outils de monitoring. Alors, le premier ralentissement qu'on va rencontrer, c'est ce qu'on appelle des interactive delays. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un interactive delay? Lorsqu'on dépasse de 10 minutes de ce qu'on est censé consommer sur 24 heures, donc entre 10 minutes et 60 minutes, on va avoir un interactive delay. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez un rapport Power BI, ce rapport va mettre 20 secondes de plus à s'ouvrir. Donc en fait, vous allez avoir un chargement qui est beaucoup plus long. Donc ça, c'est un premier indice. Si vous avez plusieurs utilisateurs qui vous contactent en vous disant Dom, on a un souci. Lorsque j'ouvre Power BI est très lent. Ça met 25 secondes pour ouvrir un rapport, alors que d'habitude, c'est quasiment instantané. Là, il y a quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille, ça veut dire ok, d'accord, là, on commence à avoir un problème. Je suis probablement en throttling. Exactement. Et ça, c'est vraiment une notion propre à Fabric, hein, pour le coup, hein, parce qu'on ne l'avait pas forcément aussi explicitement dans Power BI. Et pour le coup, là, c'est vraiment une notion qui est arrivée avec Fabric et son mode de capacité en CUS. C'est ça, c'est exactement ça. Donc ensuite, donc voilà, donc là vous pouvez continuer à utiliser Power BI normalement, vous allez juste avoir ce délai. Une fois que vous dépassez de 60 minutes, on va passer dans ce qu'on appelle des interactive rejection. Alors les interactive rejection, c'est simple. Tous les nouvelles jobs interactifs, donc les jobs interactifs, on rappelle, c'est les petites opérations, donc ouvrir un rapport Power BI. Toutes ces opérations-là vont être rejetées. Donc en fait, les utilisateurs ne pourront plus ouvrir un rapport Power BI. Lorsqu'ils vont ouvrir le rapport Power BI, il y aura un message d'erreur qui va mettre capacity consumption exceed ou quelque chose dans ce genre-là. Donc là, en fait, tant que vous avez cette dette vis-à-vis de Microsoft, vous ne pourrez plus rien faire. Donc plus d'interactive operation. Par contre, tous les jobs plus lourds, donc tout ce qui va être rafraîchissement des données, continue à tourner. Et là, on a jusqu'à 24 heures de dépassement ou avant que les background operations soient rejetés. Donc c'est vraiment en fait ça qui peut être assez compliqué au début à maîtriser dans Fabric, c'est savoir que faire, quand le faire et pourquoi ça arrive. Et en fait, tout ça, ça permet vraiment de mieux comprendre l'idée. Et alors, il y a juste un dernier petit point que j'ai oublié également dans Fabric, donc ça qui est également propre à Fabric. C'est en fait dans Fabric, il y a des outils qui sont très très puissants mais qui peuvent coûter très très cher, ce sont les notebooks. En fait, lorsque vous démarrez un notebook, la capacité avec une F2, normalement, on ne serait pas censé pouvoir démarrer un notebook, même malgré le smoothing, parce que c'est relativement gourmand. Et en fait, c'est là qu'intervient la troisième capacité qu'on appelle le bursting. En fait, le bursting, Fabric va vous autoriser pendant un court moment d'utiliser plus de puissance de calcul que ce que vous êtes autorisé. Et donc j'ai plus les échelles en tête, mais de mémoire pour les plus grosses capacités, on peut aller jusqu'à 12 fois. Et pour une F2, je ne sais pas si Enzo, tu la connais comme ça de tête. Non, je ne l'ai pas de tête. Non. Je sais que on est au-delà de fois 18. Donc c'est grâce à ça qu'une petite F2 permet vraiment d'exécuter des notebooks complexes. Et donc bien sûr, donc on est sur du bursting, on va vraiment voir le pic, et ensuite on va avoir le smoothing, donc il va vraiment lisser ce travail. Et voilà, donc c'est pour ça que une F2 en fait peut résoudre pas mal de soucis. Et oui, et puis c'est aussi pour préciser, hein, tous ces mécanismes-là qui peuvent être un peu compliqués à appréhender sont aussi une sorte de garde-fou pour éviter des vrais dépassements. Et qui dit vrai dépassement dit aussi surfacturation. Se garder en tête que vous payez votre capacité, il y a deux modes de facturation, hein, soit fait du pay as you go, donc vous ne payez que ce que vous consommez. Donc là, la limite, voilà, c'est à vous de vérifier ce que vous exécutez pour consommer dans votre fourchette de budget. Par contre, quand vous faites de la réservation, donc vous réservez une capacité, vous allez payer un prix minimum mensuel
pour une F64 par exemple, en France centrale, c'est 4 800 € en prix public. Ce 4 800 €, j'insiste bien, c'est un prix minimum. Dans le cas où vous ne monitorez pas vos workloads, vous ne monitorez pas vos artefacts, vous pouvez faire du dépassement et la facture peut passer de 4 800 à 4 900, à 5 000, à 6 000, à 7 000 s'il n'y a pas de contrôle autour de votre capacité. Alors j'extrapole, hein, c'est pas pour vous faire peur. Il y a beaucoup de choses pour justement ce qu'on vient d'expliquer pour empêcher ça. Gardez en tête quand même que tout ça c'est fait pour éviter des trop gros dépassements ou surtout des trop grosses surfacturations. Oui, exactement. Et alors, juste pour compléter avec l'exemple du supermarché, donc comme ça permet vraiment de fixer les choses avec l'analogie. En fait, le bursting, on peut voir ça comme dans un supermarché, par exemple, sur le temps de midi ou les week-ends, on va avoir beaucoup plus de personnes qui vont arriver. Donc, qu'est-ce que le supermarché peut faire? Il peut ouvrir des caisses temporaires. Donc, c'est-à-dire que lorsque il y aura plus de monde, on va ouvrir des caisses temporaires ou plus de caisses afin d'absorber cette charge. Mhm. Donc c'est vraiment ça en fait l'analogie. Et alors donc en fait le throttling, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous avez une capacité de travail. Donc vous avez par exemple 10 équivalents temps plein dans votre supermarché. Une fois que vos 10 équivalents temps plein ont travaillé leurs 40 heures semaine, soit là il risque d'avoir un problème parce que les personnes ont fini de travailler 40 heures semaine, donc elles ne travaillent plus parce qu'elles ont terminé le travail, elles ont terminé leur charge de travail. Donc c'est vraiment ça l'idée derrière le throttling. Super, super, super. Et ben justement, j'ai commencé un peu à évoquer le sujet, hein, parce qu'on a ces fameux garde-fous, bursting, smoothing, throttling, etc. Si demain, je veux surveiller correctement ma capacité, par quoi je commence? Qu'est-ce que tu regardes toi en premier? Est-ce que tu vas sur Capacity Metric Apps? Est-ce que tu as des tips un peu à donner à nos auditeurs? Alors c'est ça, en effet, le premier, on pourrait peut-être juste, parce que je voulais juste compléter ceci, parce qu'en fait, Ouais. lorsqu'on est en throttling, il y a moyen d'en sortir. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs opérations à faire pour en sortir. Alors, la première, c'est la plus simple, mais généralement celle que le business n'aime pas, attendre. Donc vous attendez 24 heures. Donc après 24 heures, au maximum, vous aurez remboursé tout ce que vous devez à Microsoft et votre capacité va redémarrer. Alors ensuite, la deuxième étape, celle-là, c'est celle-là qui va avoir un coût. Vous pouvez mettre votre capacité en pause et la redémarrer. Ce qui va se passer, c'est que tout ce qui était lissé sur ces 24 heures à cause du smoothing, vous allez devoir le payer d'un coup. Donc si vous regardez donc ce qu'on va voir après dans le metric app, en fait dans le metric app, vous pouvez voir des pics. Et les pics, c'est le moment où vous mettez en pause votre capacité. Et alors attention, si vous êtes en pay as you go, donc que vous avez un smoothing qui tourne derrière, parce que vous avez exécuté un pipeline, vous arrêtez. Ça, j'ai déjà eu la question chez un client. Il me dit, ah oui, mais c'est marrant parce qu'on l'a fait tourner que 2 heures, mais j'ai dû payer plus que Mhm. ce qu'on a calculé. C'est normal parce qu'en fait, comme vous êtes en smoothing, vous arrêtez votre capacité et donc, imaginons que votre capacité a tourné 6 heures, bah, il y a 18 heures qui sont dues. Donc, c'est pour ça que vous allez voir un pic. Exactement. Et on vous facture tout de suite C'est ça. dessus. C'est ça. La facturation se fait tout de suite. Donc, ce qui est également possible de faire, si on n'a pas envie de démarrer de mettre en pause la capacité, on peut également la scale up. Donc, on augmente la taille de la capacité. Donc là, si on reprend l'exemple du supermarché, bah, en fait, la scale up, c'est embaucher plus de personnes. Ce qu'on peut faire, c'est on peut alors et là c'est là le travail qui va demander le plus de temps, c'est vraiment maintenant comment est-ce qu'on peut optimiser les workloads. Mhm. Donc Exactement. alors comme tu l'as mentionné, Enzo, la première chose à faire, c'est d'installer la Metric App. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la Metric App? C'est une app qui est native dans Microsoft Fabric. Alors j'ai oublié le mot, un petit conseil. Donc, si vous voulez l'installer vous utilisez l'interface, parce que comme vous savez, dans Power BI, il y a deux interfaces. Il y a l'interface Power BI et l'interface Fabric. Dans l'interface Fabric, c'est possible que vous ne voyez pas l'app. Donc, switchez sur l'interface Power BI. Là, à gauche, vous verrez bien l'app et vous pouvez l'installer depuis l'interface Power BI. Donc Mhm. voilà, c'est vraiment un petit tips. Donc, alors, qu'est-ce qui est important de voir dans cette métrique apps? En fait, la métrique apps va vous montrer le taux d'utilisation de vos CU. Donc, ça vous permet vraiment de voir, d'identifier les différents pics. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir voir la performance. Vous allez pouvoir aussi monitorer un peu ce que chaque opération vous coûte. Donc, si vous voyez un pic, vous pouvez faire un drill down sur ce pic pour aller vraiment voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre d'identifier quelles sont les causes, qu'est-ce qui fait que, en fait, tel ou tel job, pourquoi j'ai des ralentissements. Et en fait, tout ça, c'est vraiment un travail d'analyse. Et personnellement, c'est un peu du FinOps, quoi. On est clairement sur du FinOps. Mhm. Et de toute façon, il faut absolument s'intéresser à ça et maîtriser ça. Parce que Fabrique, on peut vite dépasser, on peut vite se retrouver à des surfacturations un peu non contrôlées.
Et le FinOps n'est pas une option sur Fabric, surtout quand on est sur des solutions cloud. C'est vraiment une obligation et vous avez des solutions gratuites mises à disposition par Microsoft. Elles sont ce qu'elles sont. Parfois, on peut juger qu'elles ne sont pas assez précises, mais en tout cas, ça fait une bonne base déjà pour tout vérifier. Et en plus, tu le sais, Dom, hein, on va en parler après, hein, mais la communauté met à disposition quand même beaucoup de contenu pour justement faire du FinOps sur Fabric. Exactement, tout à fait. Donc, alors vraiment, généralement, enfin, quand je dois, voilà, quand j'arrive chez un client ou qu'on me dit, ah, on a un problème avec la capacité, comment est-ce qu'on peut faire? En fait, j'ai un petit framework que j'utilise. Donc, le premier point, c'est l'observation. Donc, je vais dans ma métrique app, je rafraîchis mon modèle sémantique et je regarde ce qui se passe. Donc, comme ça me permet vraiment d'identifier quand est-ce que j'ai des pics. Donc, est-ce que ce sont des pics parce que j'ai tous mes backgrounds qui sont exécutés en même temps, donc ou est-ce que ce sont des pics parce que tout le monde se connecte en même temps pour aller rechercher les KPI. Donc, une fois que j'ai identifié les causes, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Si c'est dans un workspace, par exemple, si c'est dans un workspace, on prend un exemple tout simple. Imaginons, c'est un rapport Power BI. En fait, pourquoi? Parce que le rapport, tout le monde a besoin des données, donc veut vérifier les données. Ça, j'ai déjà vu le cas plusieurs fois. Tout le monde veut vérifier les données, sauf que le rapport est en direct lake. Donc, comme vous savez, le mode direct lake dans Fabric, c'est un peu une combinaison entre le mode import et le mode direct query. Sauf que lorsque vous êtes sur du direct lake, vous consommez de la capacité. Donc là, quelque chose à faire, c'est challenger. Est-ce que le direct lake est vraiment nécessaire? En fait, si le direct lake n'est pas nécessaire, que les personnes doivent consulter le rapport une ou deux fois par jour et un refresh de nuit est suffisant, bon, au lieu d'utiliser du direct lake, vous pouvez utiliser simplement de l'import. Et donc ça va déjà également vous permettre de moins consommer de la capacité. Un autre chose à faire, c'est également sensibiliser les personnes avec Copilot. Parce il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser Copilot pour tout et n'importe quoi dans Fabric, mais encore une fois, ça va consommer de la capacité. Donc là, on est sur un lissage de 24 heures, mais si tout le monde commence à faire des queries de Copilot dans tous les sens, à faire des rapports dans Copilot, juste pour voir à quoi ça va ressembler, vous pouvez impacter le métier. Et donc c'est pour ça que Yes. Microsoft a mis à disposition une capacité Fabric uniquement dédiée à Copilot. Mm-hmm. Complètement. Et d'ailleurs, Copilot, on peut bloquer Copilot dans l'utilisation sur Fabric. Si vous ne souhaitez pas, voilà, il y a aussi un garde-fou. Vous pouvez bloquer l'utilisation de Copilot pour toute l'entreprise ou pour certains groupes d'utilisateurs. Ce qui permet aussi, moi j'ai beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui obligent leurs salariés à passer une sorte de certification interne pour bien savoir utiliser Copilot et pas poser 20 fois la même question ou 20 fois le même prompt qui consomme du coup de la capacité. Voilà. Et gardez en tête aussi que Copilot est inclus dans toutes vos licences Fabric à partir de la F2. Donc dès la F2, à 5 quelques euros par mois, vous avez accès à Copilot. Par contre, comme l'a dit Dom, une F2 c'est quand même très petit. On a quand même du mal déjà à faire tourner un notebook dessus, donc rajouter en plus Copilot, c'est pas judicieux. Voilà. Et alors, juste pour compléter, donc comme Enzo l'a dit, Copilot est disponible à partir de la F2, mais uniquement pour des versions payantes. C'est-à-dire que si vous utilisez une version trial, la F64, Mhm. Copilot et les data agents ne sont pas disponibles. Ça, c'est déjà un point que j'ai déjà vu plusieurs fois sur les forums, les gens qui me demandaient pourquoi ça ne marche pas. En fait, c'est parce qu'il faut une licence payante pour pouvoir utiliser Copilot. Alors, un autre Exactement. petit tip, si vous voulez utiliser Copilot, vous pouvez vous faire un compte Azure avec votre adresse mail personnelle. Et en fait, grâce à ce compte Azure là, vous aurez des crédits Azure pour un mois. Donc là, vous pouvez commencer un peu à travailler avec Copilot, avec les data agents. Yes. Ou devenir MCT, Exactement. donc en devenant MCT, ou alors avoir une licence Visual Studio. Parce qu'en fait, avec la licence Ouais. Visual Studio, vous avez des crédits Azure. Et donc là, vous pouvez vraiment vous faire une petite F2 que vous arrêtez, vous démarrez au besoin. Ça vous permet également, vous, de mettre en place des best practices, de faire du FinOps sans avoir un coût. Parce que de plus en plus de sociétés mettent des licences Visual Studio à disposition de leurs employés. Yes. Exactement. Exactement. Super clair. Je vois que l'heure tourne. On est à 30 minutes d'enregistrement d'hommes. On a parlé du Capacity Metric App. Est-ce qu'il y a d'autres applications que tu voudrais évoquer pour le Alors, FinOps? il y a une autre application il y en a deux. Donc, il y en a une qui est Fuam. Là, donc, justement, je m'en sers régulièrement. Il faut juste avoir les droits pour l'installer, parce que ça demande de connaître des personnes qui vous donnent. C'est pour ça que moi, j'aime bien être admin de mon tenant Fabric, mais c'est pas toujours le cas. Donc, en fait, Fuam, qu'est-ce que c'est? Ça va vraiment pousser la métrique app à une autre dimension. La métrique app présente quelques limitations. Par exemple, l'historique va seulement être sur 14, on peut avoir 30 jours maximum d'historisation. Là où Fuam ne va pas avoir cette idée. Donc, Également, juste pour nos auditeurs, auditrices, un FUAM, c'est pour Fabric Unified Admin Monitoring. L'acronyme FUAM, Fabric Unified Admin Monitoring. c'est ça, c'est exactement ça.
Donc, alors, mais par contre, il y a des limitations. Par exemple, on peut pas aller gratter pour voir, par exemple, quel cost center, quel business, qui est lié à telle dépense. Donc là, il faut vraiment faire un travail de recherche qui est beaucoup plus poussé dans la métrique app, là où FUAM vous permet de le faire nativement. Donc, si vous voulez vraiment pousser l'analyse à un niveau plus loin, regardez pour installer FUAM. Donc, la première étape, c'est la métrique app. Donc là, parce que vous avez besoin de toute façon la métrique app pour pouvoir utiliser FUAM. Donc, utilisez la métrique app, regardez un peu les KPI, qu'est-ce qui peut vous être utile. Une fois que vous êtes familier avec la métrique app, vous pouvez passer à FUAM. Et alors après, il y en a une autre d'application également qui a été développée dans la communauté, c'est FCA, pour Fabric Cost Analysis. Et donc là, on a vraiment le FinOps qui est disponible directement dans Fabric. Yes, exactement. Et il y a aussi le Fabric Cost, mince, j'ai le Cost Control Tower, bon, qui est quand même sur un niveau différent, hein. C'est pas fait pour analyser des CU, mais par la communauté aussi, Romain Castérès, si tu nous écoutes, un petit coucou, qui permet justement de suivre de manière financière les coûts de votre plateforme. Donc ils ne descendent pas encore au CUS, ça va bientôt descendre, mais on a cette capacité-là aussi d'avoir une plateforme qui, c'est le FCA, le Fabric Cost, je crois que c'est ça, c'est le FCA. Je ne sais plus, enfin bref. Voilà. Donc il y a quand même plein d'outils gratuits à disposition qui vous permettent de suivre tout ça. Allez Dom, on passe à la dernière question. Pour terminer, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, comme méthode simple pour reprendre le contrôle sur la perf et la capacité d'un Fabric? Alors ici, donc là, ça va vraiment dépendre de plusieurs points. Donc on a déjà un peu répondu à cette question-là, mais on va vraiment mettre un cadre clair. Donc première étape, c'est identifier qu'est-ce qui consomme. Pourquoi est-ce que vous avez des pics? Est-ce que c'est, donc là, il peut y avoir deux cas. Soit vous avez réellement des pics. Donc si en fait vous avez réellement des pics, ça veut simplement dire, par exemple, que votre job peut être mal schedulé. Ça peut également dire que tout le monde se connecte en même temps. Par contre, si vous venez analyser et que vous n'avez pas de pic, que vous voyez que vous avez quelque chose qui est relativement lisse, là, ça veut simplement dire que votre capacité est sous-dimensionnée. Donc, il y a vraiment, en fait, ça qui va vous permettre de voir, est-ce que ma capacité est surdimensionnée ou pas? Donc, une fois que vous avez identifié les responsables, donc généralement, ça peut être par exemple des workspaces, ça peut être des refresh, on va devoir distinguer la route cause. Alors, un exemple tout simple, j'ai eu ça chez un client. Donc, en fait, j'ai un client qui, alors, il faisait un copy data, donc il copiait des data d'une base SQL on-prem, et il les poussait dans un lakehouse. Et ensuite, avec ce lakehouse, il se connectait avec un Dataflow Gen 2 pour faire ses transformations. Sauf qu'en fait, dans son lakehouse, il avait mis les données en append. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, il y avait 200 000 lignes qui se rajoutaient. Donc, au début, son Dataflow mettait 20 minutes pour process, donc pour un Dataflow, ce qui allait. Sauf qu'après quelques temps, il s'est rendu compte, en fait, que son Dataflow passait en erreur. Et après 4 heures, son Dataflow passait en erreur. Sauf que le problème, c'est que ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que votre dataflow va consommer de plus en plus. Sauf qu'une fois qu'il se met en erreur, pendant 4 heures, il aura quand même consommé de la capacité pour rien. Donc une fois qu'il se met en erreur, il le redémarrait une fois, deux fois, et au bout d'un moment, la capacité en fait tombait en erreur parce qu'il avait tout consommé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de monitorer, même tous les matins. Moi, c'est ce que je fais en fait tous les matins. Je me connecte sur mon Fabric Cost Analysis juste pour voir si je vois des pics anormaux ou pas. Donc comme ça vous permet vraiment de voir si vous avez des problèmes. Et donc, ici, c'est un peu la méthode vraiment de Pareto. Donc, donc réduire vraiment, mettre des quick wins en place. Donc, vraiment analyser qu'est-ce qui consomme le plus et comment faire pour le diminuer. Donc, Puis en plus, on pourrait très bien pousser, tu vois, le vice, hein, enfin, pas le vice, mais plutôt le trait de se dire, bah, en fait, on peut se mettre aussi des alerteurs sur notre capacité métrique app et recevoir un Teams ou un Outlook dès lors où il y a un pic de consommation, par exemple. ça, oui, on peut tout à fait faire ça. Et là, je pense, mais bon, c'est pas encore au point, mais avec la Microsoft a release des agents, donc des agents qui monitorent en temps réel. Et je pense vraiment qu'avec ça, il y aura moyen de mettre en place des agents qui vont prendre des décisions, qui vont faire des opérations pour nous aider à monitorer et avoir une capacité qui est open running en permanence. Donc, alors également, ce qui peut faire sens, c'est de sensibiliser vos utilisateurs sur les différents items dans Fabric, parce que tous les items ne consomment pas la même chose. Quelque chose qui est génial pour les personnes pour les personnes business, mais qui a tendance à consommer vraiment pas mal, sont les Dataflow Gen 2. Donc les Dataflow Gen 2, d'un point de vue business, c'est génial parce que c'est très simple à utiliser. Mais si les personnes n'appliquent pas les best practices, donc en fait, qui restent les mêmes best practices que dans Power Query, donc c'est-à-dire filtrer les données directement, parce qu'il y a souvent des personnes qui vont transformer leurs données et mettre le filtre tout à la fin. Alors le souci, c'est que là, vous avez consommé la capacité pour appliquer des transformations sur toutes vos données pour ensuite les filtrer. Donc en fait, toutes les best practices que vous avez appris dans Power Query,
doivent s'appliquer dans les Dataflow Gen 2. Non, cool, non. Très très bon point ça. Très bon point et en termes de compétences, c'est très très similaire, hein. Je dis similaire pour pas dire pareil, mais donc c'est un très bon point. Donc également, mais j'avais fait juste un petit exercice comparatif entre une store proc exécutée dans un pipeline, entre un Spark Job et entre un Dataflow Gen 2. Mhm. Lequel, selon toi, consomme le moins? Ah, avec un volume j'étais sur 10 millions de lignes. Alors tu m'as dit quoi? Répète. Donc un notebook, Ouais. donc un Spark, un Dataflow Gen 2 et une store proc que j'appelais dans un pipeline. Alors est-ce que c'était avant l'optimisation des Dataflow Gen 2 C'était avant. Donc il y avait quelques avant? Donc transformations, hein. Il y avait quand même des transformations que je faisais et tout ça. je dirais la Storproc. Ouais, c'est ça, la Parce store que- proc. La store proc, c'est Mm, clairement, on est sur. mm, Donc si vous pouvez, si vous êtes familier avec SQL, la store proc, c'est vraiment ce qui consomme le moins. Ensuite, on a complètement. le notebook, parce qu'en fait, le petit souci, enfin, le souci du notebook, c'est qu'imaginons le notebook, vous lui demandez une petite transformation qui va mettre 3 secondes à être exécutée, c'est que la session de démarrage du notebook va vous consommer de la capacité. Et C'est ensuite, exactement ça. si vous oubliez d'éteindre le notebook, vous continuez à payer derrière. Donc ça aussi, C'est pas, en fait, c'est pas le notebook en lui-même, mais c'est le démarrage du moteur Spark en fait, hein, c'est qui ça, voilà, consomme. c'est ça. Mm, mm. Donc en fait, il faut également, une fois que le job est fini dans le notebook, il faut demander à ce qu'il s'éteigne. Parce que sinon, ça veut dire que pendant, je crois qu'il reste allumé 5 minutes. Donc ça veut dire que pendant 5 minutes, le moteur Spark continue à consommer derrière pour au final rien Mm. du tout. Yes. Et donc c'est ça en fait Oh, pour juste refaire le point avec SQL, c'est pour ça que pour moi, je pense vraiment que les DBT jobs dans Microsoft Fabric vont permettre d'économiser pas mal. Parce que là, pour le moment, c'est encore une preview. On est sur 2 CU heures de consommer. Donc 2 CU. La consommation, voilà, on est sur du 2 CU. J'ai fait des tests hier et on a l'équation. Donc 2 CU, ça veut dire que si vous faites tourner un job 15 minutes, bien convertir en CU secondes. ok. Mais, mais écoute, ça va être la prochaine vidéo que je vais voir, un Cookies t'adore, c'est ça sur C'est ça, ouais, YouTube. c'est ça. Voilà, donc je vais aller checker ça tout de suite après le podcast en mangeant. Parfait. N'hésite pas à me faire des commentaires. Et donc, si des personnes regardent, n'hésitez pas à me mettre des commentaires dans la vidéo. Donc, je sais, là, le micro n'est pas idéal, mais je vais investir dans un vrai micro pour faire des vidéos, pour les bruits de respiration et tout ça. Trop bien, trop trop bien. Écoute, Dom, je sais pas si tu avais des petits points supplémentaires ou si c'est ok pour toi. Je regarde juste mes notes. Donc non, je pense bon, on peut peut-être juste faire une petite un débrief rapide sur les différents termes qu'on a vus aujourd'hui. Allez, Donc, vas-y, fais-nous un petit glossaire. alors, donc premier point, c'est donc qu'est-ce que c'est que le smoothing? Donc le smoothing, c'est vraiment le fait de lisser vos opérations sur 5 minutes si vous êtes sur des interactive operations ou sur 24 heures si vous êtes sur des background operations. Donc c'est vraiment ça qui vous permet de faire des travaux relativement gourmands sur des petites capacités. Ensuite, après le smoothing vient le bursting. Donc le bursting, c'est ce qui vous autorise de dépasser. Donc si vous avez une capacité F2, si par exemple vous faites du x18, c'est dire que vous pouvez simuler une F36. Donc vous pouvez vraiment aller démarrer un notebook comme dans une F36. Bon, bien sûr, vous ne pouvez pas laisser ça trop longtemps parce que sinon vous allez passer dans le Évidemment. troisième terme qui est le throttling. Donc le throttling, c'est quoi? Vous avez consommé plus que ce que vous avez été autorisé à consommer sur 24 heures. Et donc là, vous allez avoir une dette vis-à-vis de Microsoft. Et donc en fait, Microsoft va impacter votre capacité fabrique. Donc soit en mettant un délai de 20 secondes sur l'ouverture d'un rapport Power BI, soit, donc une fois que vous continuez à dépasser, vous ne pouvez plus utiliser aucun rapport Power BI. Et enfin, si vous ne faites rien du tout, vous ne pourrez même plus rafraîchir un dataset. Mm, mm. Donc, Super. voilà. Bah écoute, Dominique, merci beaucoup pour ces notions. Cet épisode complète vraiment bien l'épisode qu'on avait fait avec Alexandre sur les licences. Alors, il est peut-être plus à jour du coup et plus up-to-date parce que c'était au tout début. Et à l'époque, typiquement, Copilot n'était pas inclus sur toutes les capacités fabriques. Mais n'hésitez pas voilà, à aller voir et écouter plutôt l'épisode sur les licences, puis venir ensuite écouter ce que nous a expliqué Dominique sur toutes ces notions de throttling, smoothing et bursting qui complètent parfaitement l'épisode de la licence. Et alors, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, m'envoyer un message ou quoi. Donc, je suis disponible sans aucun souci. Merci beaucoup Dominique en tout cas pour ton temps. Merci d'être revenu sur le podcast et de donner autant à la communauté. Je trouve que tu fais un très bon boulot et comme je l'ai dit précédemment à Mikaï sur l'épisode 1 de la saison 2, je nous estime un peu comme les nouveaux influenceurs de la communauté, etc. Et tu fais partie des gens qui sont très inspirants. Donc continue à faire ce que tu fais, c'est super. Et merci beaucoup pour ta présence sur le podcast. Merci beaucoup pour l'invitation.
Et merci pour ton travail également. C'est vraiment des personnes comme toi qui m'ont donné envie de partager, et surtout en français, parce qu'au début j'hésitais si je devais partager en français ou en anglais, mais je trouve qu'en français il y a moins de ressources. Donc c'est pour ça que Yes, j'ai décidé de exactement. le faire plus en français qu'en anglais. Eh ben écoute, si j'ai pu t'inspirer un petit peu pour te lancer, c'est avec grand plaisir. Merci Dominique, merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusque-là et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de House of Fabric. On espère que vous avez passé un beau moment parmi nous. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pourquoi pas ne pas le partager avec vos collègues, vos amis ou même votre belle-mère. Qui sait, elle pourrait devenir une experte en fabrique elle aussi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. À bientôt sous le soleil de House of Fabric.